retours d'expérience, mais aussi bien sûr les expertises de nos invités que je vais vous présenter dans quelques secondes. Mais tout d'abord, je vous précise que vous avez été presque 1000, c'est un record, à vous inscrire à cette conférence digitale, non, entre autres, mais pas seulement au sein des directions juridiques. Et bien évidemment, vous allez pouvoir poser vos questions via la fenêtre, tout simplement poser vos questions sur le site. Vous en avez déjà posé un certain nombre et je m'en ferai le relais à la fin de cette conférence, donc aux alentours de 12h15, 12h20. On passe à la présentation de nos invités. Tout d'abord, François-Xavier Dulin, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le premier vice-procureur financier au Parquet national financier. Vous nous parlerez notamment, mais pas que, des CGIP et les évolutions récentes dans ce domaine. Il y a eu beaucoup d'actualités, mais on parlera d'autres sujets, bien évidemment. 3 avocats nous accompagnent dans cette conférence digitale. Emmanuel Dilly, qui est juste à ma droite, avocat associé, bonjour, au cabinet Proveus. À ma gauche, un autre avocat, un autre Emmanuel. Bonjour, Maître Daoud, avocat associé au cabinet Vigo. Et puis Sophie Dupéré du cabinet Dernémi, qui nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. 2 invités côté entreprise pour cette conférence digitale. Sophie Leméanaise, alors General Counsel en anglais. Est-ce que si je traduis en français, directrice juridique, c'est un peu restrictif? Oui, vous pouvez dire secrétaire général. Je m'occupe également de l'ESG pour le groupe. Voilà, directrice du développement durable et de la communication. Et le groupe, on l'a pas dit quand même, c'est InfoPro Digital. Rappelez-nous, votre baseline, c'est de l'information, des données, des technologies pour connecter les communautés professionnelles. Qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Et il y a un autre métier, c'est vraiment de produire des contenus exclusifs et de la data pour certaines communautés professionnelles, telles que la construction du secteur public, l'automotive aftermarket ou encore le risque banque assurance. Et évidemment, donc, à votre poste, vous êtes concerné par tous les sujets dont on va reparler longuement, également avec Carmen Bricedo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice juridique et compliance group chez Raja. Raja, distributeur d'emballage, de fournitures de bureaux et d'équipements industriels pour les entreprises. Un groupe qui vient de fêter ses 70 ans, je crois, c'est ça. Exactement. Et vous êtes également responsable de la communication compliance à l'Association française des juristes d'entreprise. Oui, c'est la commission de compliance. La commission, donc pas de la communication, de la commission. Alors, beaucoup d'actualités sur la compliance cette année. On va refaire un petit tour rapide un peu de toutes les évolutions. Je vais en parler avec vous, Emmanuel Daoud. Il y a eu parmi les évolutions la loi Warsmann qui a eu une évolution majeure au mois de juin 2024, avec notamment tout ce qui est les sanctions, la gestion des avoirs qu'on peut saisir. Rappelez-nous ce qui a bougé en juin 2024. Essentiellement, ce qui a bougé sous le contrôle de monsieur le procureur, c'est que dorénavant, pour les infractions de corruption et trafic d'influence qui sont sanctionnées théoriquement de 10 ans, il peut y avoir une confiscation totale du patrimoine des personnes poursuivies. Tout le patrimoine. Et évidemment, ça accroît la pression dans ce cas de figure, puisque l'on sait que dans le cadre d'enquêtes pénales, avant qu'il y ait la confiscation, il peut y avoir des saisies avant même que le procès ait eu lieu, avant même qu'il y ait une déclaration de culpabilité. Et donc, en termes de gestion des risques pour les entreprises ou pour les personnes physiques, ça devient un peu compliqué, d'une part. Et d'autre part, dans le cadre de la gestion des avoirs, il peut y avoir aussi une dévolution dans le cadre d'une CGIP, puisqu'auparavant, on restituait les biens qui étaient saisis. Dorénavant, on peut décider dans le cadre d'une CGIP une dévolution pour payer les amendes qui ont été accordées et convenues. Évolution que vous jugez comment? Positive ou compliquée, plus compliquée? Donc, à la parole aussi à M. Dulin en quelques instants. Sur le deuxième point, je pense que ça assure une fluidité, donc ça me paraît une bonne idée. Sur le premier point qui consiste à accroître encore la pression répressive sur les personnes physiques et personnes morales qui sont quand même présumées innocentes, dans un premier temps, sous prétexte que les infractions sont plus sévèrement sanctionnées, l'avocat que je suis n'est pas tout à fait d'accord. J'imagine. Voilà. Et le côté magistrature, qu'est-ce qu'on pense de ces évolutions, François? Alors, côté magistrature, on ne pense rien puisque c'est le législateur qui décide. On constate que de toute façon, si on applique en matière d'enquête préliminaire ou d'information judiciaire une saisie d'avoir criminel, même si on peut saisir tout le patrimoine, il y a quand même une notion de proportionnalité qui est prévue par la loi. Donc, on peut saisir tout le patrimoine, mais vraiment, il faudrait que l'infraction le justifie. Sinon, il faut qu'on soit tout à fait proportionné à l'infraction, au patrimoine de la personne physique ou morale qui est visée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la dévolution dont parlait Maître Daoud,
elle a déjà été appliquée par le parquet national financier cette semaine dans une des CGIP qui a été validée par le président du tribunal mardi. Vous nous en reparlerez quand on parlera plus précisément des CGIP. On va revenir sur les grandes évolutions de 2024 avec la présentation du plan national de lutte contre la corruption 2024-2027. Objectif évidemment, comme à chaque fois, renforcer la lutte contre la corruption et promouvoir l'intégrité dans les secteurs publics et privés. Beaucoup d'objectifs. Une nouvelle fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de textes qui sortent au niveau français, au niveau européen. Je vous donne la parole, Carmen Policero. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce plan qui a été adopté en 2024 avec, comme à chaque fois, des objectifs louables? Qu'est-ce que vous en pensez? On attend encore les plans que soit publié. Mais, parce que la stabilité politique fait qu'il traîne un peu. Exactement. Mais peut-être de dire que la FA a déjà donné quelques pistes de son plan de cette année, que c'est de se focaliser sur la criminalité organisée et le secteur santé. Donc, au moins, ça nous donne quelques pistes. Donc, l'AFA, voilà, l'Agence française anticorruption. On avait sa présidente lors des 2 précédentes conférences, Isabelle Gégouzeau. Voilà, donc l'AFA a précisé les choses. Elle a fait un grand point, je crois, à la fin octobre. Elle a reparlé cette semaine. Et vous disiez, il y a des secteurs à risque qu'elle a presque pointé du doigt. Hein, c'est bien cela? Oui, c'est des constats qui ont été faits par la FA. Mais aussi, elle a publié, que je pense que c'était assez bien, son rapport sur l'état de maturité des entreprises par rapport au dispositif anticorruption. Et l'année dernière, elle a fait une conférence sur comment aider les entreprises à se mettre en conformité. Je trouve que c'était très bien. On peut revenir alors 2 points, voilà, sur ce que vous avez dit, l'état de maturité des entreprises. Vous avez double casquette, votre entreprise Raja, mais l'association aussi. Cet état de maturité, donc, il en est où, selon vous? Oui, je pense que les rapports est assez proche de la réalité du terrain, de ce qui remonte via l'association, les praticiens, et ce qu'elle peut vivre aussi particulièrement. Et les grosses difficultés sont toujours l'évaluation des terres, les dispositifs d'évaluation des terres. La cartographie, c'est un exercice qui est complexe, mais ça se fait, c'est qu'on le fasse, mais c'est possible de le faire. Et aussi la mise en place des procédures comptables anticorruption. C'est ça qui remonte. Est-ce que j'interroge votre voisine, Sophie Leméanez, est-ce que chez Infopro Digital, on est au même niveau de maturité? Oui, bien sûr. Moi, effectivement, le sujet qui est remonté dans ce rapport, c'est l'importance du screening, notamment des tiers. Et ça peut paraître vraiment extrêmement compliqué. On n'a pas envie. Est-ce qu'on a toujours les moyens d'avoir un outil qui va vous screener absolument tous les tiers? Souvent, pas du tout. Mais quand on arrive à faire une cartographie, et ça se fait, à partir de cette cartographie, on peut ensuite procéder en entonnoir en excluant certaines zones, certains secteurs ou processus qui ne sont pas à risque. On documente qui ne sont pas à risque pour se concentrer ensuite, à partir de certains critères, sur d'autres interactions avec l'extérieur. Et là, on va pouvoir dire, par exemple, dans tel pays, à indice Transparency International très important, là, je vais screener automatiquement via un outil ou avec beaucoup de communication auprès de ma finance, par exemple, ou de mes achats ou des commerciaux. Et ensuite, je vais précisément sur ce qui est à risque, les agents, les commissionnaires, les consultants et également certaines, par exemple, les gens qui passent la douane, donc les 3PL, on va aller regarder. Et enfin, les grands partenaires et le M&A. Donc ça, je dirais qu'il y a moyen humainement de faire des screenings qui tiennent la route et qui sont documentés sur la base d'une carte. Emmanuel Daoud. Oui, très rapidement sur ce point. Il faut vraiment que les directions générales, parce que nous sommes entre juristes et nous sommes convaincus de tout cela, mais les directions générales doivent donner les moyens aux directions juridiques, aux directions d'accompagnement pour que cette évaluation des tiers qui coûte de l'argent soit mise en œuvre pour une raison simple, c'est que lorsqu'on est confronté à des enquêtes pénales auprès d'officiers de police judiciaire qui sont compétents, souvent un office central ou le parquet, on s'aperçoit que si on a fait ce travail en amont d'identification sectorielle, qu'on s'est donné les moyens d'avoir structuré son mécanisme de conformité en ce qui concerne l'évaluation des tiers,
les fonctionnaires compétents, que ce soit les fonctionnaires de police ou les représentants du parquet, le comprennent parfaitement. Mais si on n'a rien fait, ça commence à devenir compliqué. Ce que vous dites, c'est que l'investissement justifie, enfin, le fait qu'on investisse, c'est parce qu'il y a des risques derrière et des risques de plus en plus importants. Carmen, oui, je voulais rebondir sur ce qui a été dit par la FA, les recommandations de la FA de la conférence il y a quelques jours, voilà. Oui, c'est, il a dit que je trouve très intéressant le fait de dire qu'ils préfèrent avoir un programme de compliance qui est en évolution, mais qui est vivant, plutôt qu'un programme qui est cosmétique. Donc, c'est un message important à passer aux entreprises. Et pour que ce soit vivant, effectivement, c'est l'engagement de la instance dirigeante, que c'est le premier pilier du programme d'anticorruption, qui doit être donné l'impulsion pour que ce programme soit bien mené. Et la recommandation que donne la FA, d'une bonne pratique qu'elle a trouvée dans ces contrôles, c'est le fait de renouveler cet engagement par écrit tous les 100 mois ou régulièrement et le faire passer à tous les salariés. Ça, c'est Et ces recommandations, elles sont suivies des faits? Est-ce que vraiment, encore une fois, la peur, le risque de la sanction qui est de plus en plus fort, qu'il est de plus en plus au fil des années, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la peur du gendarme, la peur du bâton, ça fonctionne? Je ne sais pas qui veut prendre la main, encore une fois, côté entreprise. Oui, ça fonctionne. Et je trouve que ce qu'on arrive aussi à communiquer, c'est que il y a de l'anticorruption, mais il y a aussi de l'antifraude. Et il y a de la chasse à l'inefficience également, en même temps. Donc, quand les mécanismes qu'on met en place de contrôle servent un petit peu à tout, à accroître la transparence et l'efficacité. Est-ce que le niveau de mise en place de ces outils est le même, quelle que soit la taille de l'entreprise? Est-ce qu'il y a eu des évolutions là-dessus? Ou est-ce qu'on est toujours sur les mêmes seuils? Qui veut prendre la main? Oui, on est sur les mêmes seuils, mais peut-être à préciser aussi que via la CSRD, qu'on va en parler après, et il y a des sociétés qui sont aussi soumises à un reporting gouvernance. Oui. Donc, c'est recommandé de suivre un programme anticorruption également, justement pour pouvoir répondre aux exigences. Donc, de fait, les PME ne sont pas concernées, par exemple, mais en travaillant avec des clients, Ils sont obligés de se mettre de conformité par effet de capillarité. Exactement. En fait, vous vouliez rajouter un point, Emmanuel? Oui, juste sur la peur du gendarme. En fait, comme on a maintenant 8 ans de révolution à la loi Sapin 2, on pourrait imaginer que du côté des directions générales qui en entendent parler beaucoup, il y aurait un mécanisme de chloroformé. Enfin, on en parle trop. Mais en réalité, on n'en parle pas suffisamment, et le fait qu'il y ait des CJIP, des conventions judiciaires d'intérêt public, qui soient régulièrement conclues et qui soient évidemment publiées à l'initiative du parquet national financier, qu'il y ait ensuite un relais médiatique à la fois dans la communauté juridique mais aussi de médias économiques, ça permet à chaque fois de dire c'est un sujet d'actualité, ça a une vertu pédagogique, et au-delà de la sanction pénale et de la sanction financière, évidemment, le risque réputationnel joue son rôle, puisque quand on a des concurrents qui prennent un malin plaisir à mettre en avant et en épingler ces CJIP, par exemple dans le cadre d'appels d'offres, tout ça, c'est un écosystème vertueux. C'est la notoriété qui crée aussi les sujets de notoriété qui créent aussi l'efficacité. On a beaucoup parlé des lois françaises, évidemment, on est dans un contexte européen avec cette fameuse, moi c'est un peu le serpent de mer, à chaque fois que je fais une conférence digitale avec le droit pour moi, on parle de la directive européenne. On en est où? Qui veut s'exprimer sur le sujet? Ça prend beaucoup de temps, Carmen? Oui, estoy en stand-by parce que c'est au niveau de trilogue, on n'a pas compassé. Mais je pense que ça pourrait apporter des solutions aux attentes, non seulement des groupes Greco, mais aussi de la FA sur la criminalité organisée, parce que c'est justement ça qui manque, c'est la harmonisation de la réglementation des sanctions au niveau des pays qui aujourd'hui n'est pas très, très clair. Donc, ça méritait d'être pris en compte. Et dans l'attente de cette directive, la France, elle est à quel niveau de volontarisme sur la lutte anti-corruption? Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce qu'on est dans le peloton de queue? Est-ce qu'on est entre les deux? On est bien placé par rapport à la directive. Je pense que l'arsenal français est bien fourni.
Mais il y a toujours des recommandations du groupe Gréco à mettre en place, mais c'est surtout sur le secteur public, pas pour le secteur privé. Emmanuel, ouais. Oui, a été publié il y a moins d'une semaine le barème Transparency International, Ouais. et on vient de dégringoler. À quelle place? On a perdu 4 points. On était à plus de 70, enfin, qui est un indice de satisfaction. On est à 61. Je ne sais plus quel est notre rang. On était 20e en 2023. On a chuté de 10 rangs, je crois. Et pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? Oui, ouverture, par exemple, d'enquêtes qui sont des enquêtes concernant le financement des campagnes présidentielles de Monsieur Macron. Je ne suis pas de politique, je dis ce qui a été mis en avant dans le rapport. Plus de ministres mis en cause. On en est à plus de 20 ministres, anciens ministres mis en cause. Le fait, on en pense qu'on veut, que Anticor a eu des difficultés à obtenir son agrément. Le fait que la règle qui prévalait certes, il y a présomption d'innocence, mais qu'un ministre en exercice ne démissionne pas, ça pose des questions pour la communauté internationale. Bref, l'ensemble de ces éléments font que la France, de façon surprenante malgré tout, dégringole et perd des points. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour notre pays. Et l'avis du parquet national financier sur cette chute dans le classement Transparency International? Pas tellement d'avis, si ce n'est qu'effectivement, on peut le déplorer et que nous, on continue notre action au parquet national financier avec les enquêteurs que nous avons. Et effectivement, on peut déplorer, et ça c'est assez connu, un manque de moyens d'enquête qui est quand même assez important au fil des années. La stabilité politique joue contre vous, ou est-ce qu'il n'y a pas eu de changement ces derniers mois par rapport à ça? C'est pas nécessairement ça. Il y a un manque d'appétence aussi pour l'investigation dans les filières policières, gendarmerie, et un manque d'appétence pour l'investigation en matière économique et financière. Donc au PNF, on essaye de contrer ça, et en faisant des enquêtes plus courtes pour que les enquêteurs aient cette envie de travailler parce qu'ils veulent aussi sortir l'enquête assez rapidement, même s'ils la font très bien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au PNF, on essaye d'internaliser les enquêtes. Certaines enquêtes sont internalisées, c'est-à-dire qu'on ne saisit pas de service d'enquête, et c'est les magistrats, les assistants spécialisés et le greffe, donc les 40 personnes, 50 personnes qui composent le PNF, qui font l'enquête, en fait, les auditions, les actes d'enquête, à la place des enquêteurs, pour que on puisse avoir des résultats. Dans les dossiers que vous voyez passer, est-ce que justement ces résultats sont plus efficaces, pour reprendre cette expression, parce que la peur du gendarme a été un peu accrue ces dernières années? Alors, il y a une efficacité qu'on voit, nous, au PNF, on le sent depuis la publication des lignes directrices de 2023. On sent qu'il y a une volonté des entreprises, notamment de certaines, de venir au PNF avant même le déclenchement d'enquête pénale, donc ce qu'on appelle l'autodénonciation, pour indiquer que dans leur organisation, il y a, suite à une enquête interne, suite à différentes alertes, il y a des suspicions, notamment de corruption. Et donc ça, effectivement, on le voit depuis 2023, on a plusieurs enquêtes en cours. Et ces remontées d'informations sont de plus en plus nombreuses. Ah oui, c'était pas du tout dans la culture française, c'était plus dans la culture américaine, puisque la Convention judiciaire d'intérêt public émane quand même notamment du monde anglo-saxon. Mais maintenant, on voit de plus en plus des entreprises. Alors, c'est pas non plus un nombre considérable, mais on a des entreprises qui viennent, ce qui n'était pas le cas avant, en disant, voilà, moi j'ai fait une enquête interne et visiblement, dans mon entité, dans ma structure, j'ai des problèmes de corruption. Alors, et je préfère vous les dénoncer, Je préfère vous les dénoncer plutôt que vous les découvriez par vous-même. Alors, ces CJIP, vous en parliez, ces conventions judiciaires d'intérêt public, elles ont été créées en janvier 2023, donc on est à peu près 2 ans. Quel est le bilan que vous en faites côté parquet national financier? Alors, elles n'ont pas été créées en 2023. Le PNF a publié des lignes directrices en 2023 à l'aune des quelques CJIP qui avaient été conclus par le passé, puisque la CJIP a été créée en 2016, sauf erreur de ma part, par la loi Sapin, voire avant, je ne sais plus exactement, mais les premières CJIP sont arrivées dans les années 2017-2018, notamment Google, Airbus, ce genre de choses, ce genre de CJIP, ça. En 2022, on a décidé de lancer une grande réflexion en auditionnant des avocats, en auditionnant des personnes de l'AFA, en auditionnant des personnes du monde de l'entreprise, en auditionnant des universitaires pour fixer notre politique pénale en matière de convention judiciaire d'intérêt public. Donc ces lignes ont été publiées en 2023 et depuis, donc, on les applique. On voit aussi que d'autres parquets les appliquent puisque Marseille les a appliquées, en tout cas
c'est ce qu'on sent dans la rédaction de la CJIP, dans celle qui a été faite, dans celle qui a été signée par Marseille il y a quelques mois. Et donc on les applique et on les applique et on voit que ça fonctionne. Et dans toutes les CJIP qui ont été signées depuis janvier 2023, donc c'est 9 qui ont été signées, dont 8 pour probité, on applique les critères majorants, les critères minorants. On applique le fait que l'autodénonciation est quelque chose et la coopération sur l'entreprise sont des éléments qui sont particulièrement importants pour voir l'amende d'intérêt public réduite. Je fais juste un tout petit rappel pour ceux qui ne sont pas spécialistes. L'amende d'intérêt public, et c'est ce qu'on a indiqué en janvier 2023, maintenant c'est très clair, on a une part restitutive, c'est-à-dire qu'on prend le produit de l'infraction. Ça, on le calcule effectivement avec l'entreprise. C'est là où la coopération d'entreprise est très importante. Et de cette part restitutive, on calcule après une autre part. Partant de ce montant-là, on calcule une autre part sur lequel on applique des coefficients majorants et minorants pour arriver à la part afflictive de l'amende. Et donc ça, effectivement, on l'applique de plus en plus. Et dans ces critères minorants, il y a effectivement la coopération. Si vous me permettez un point par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois, nous, on insiste beaucoup sur l'implication du dirigeant de l'entreprise dans la convention judiciaire d'intérêt public. La convention judiciaire d'intérêt public doit être au niveau du dirigeant d'entreprise. C'est lui et le comité exécutif qui doivent donner leur positionnement par rapport à ces conventions. Et cet état d'esprit, il évolue. Vous voyez qu'au fil des années, avant, peut-être on planquait plus les choses, on voulait même pas entendre parler d'un compromis type CJIP, et vous sentez une évolution de cet état d'esprit? Oui, alors on le sent à notre échelle, mais oui, on le sent. Pourquoi? Parce que effectivement, certaines entreprises très rapidement viennent vers nous à partir du moment, par exemple, où on a fait une perquisition. De toute façon, quand on va en perquisition, on va très rapidement voir le dirigeant d'entreprise, notamment quand le parquet national financier est présent. On va très rapidement voir le dirigeant d'entreprise pour justement l'impliquer même sur les opérations de perquisition. Et le cas échéant, les faciliter s'il le souhaite, parce que la coopération, elle commence dès ce moment-là. Et donc, ce critère minorant, il commencera dès les perquisitions. Et après, oui, on voit que les entreprises viennent vers la CJIP pour diverses raisons que d'autres développeront mieux que moi, mais il y a des problématiques de concurrence qui sont particulièrement importantes. Le fait que être condamné par une juridiction, ça induit toute une série de sujets, notamment l'interdiction de soumissionner au marché public, la nécessité de justifier de plein de choses, notamment dans des marchés anglo-saxons, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est vrai que pour les entreprises, le fait qu'il n'y ait pas de déclaration de culpabilité par l'intervention de la convention judiciaire d'intérêt public, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement important, mais je parle sous le contrôle des gens qui savent ça mieux que moi. Ces conventions, donc quand on a échangé juste avant cette conférence, vous m'avez dit que le PNF avait fait valider il y a quelques jours 2 nouvelles CJIP pour des faits de corruption. Les dossiers club, on prononce club au club. Je pense club. Et puis après que l'on connaît bien dans le domaine du recyclage, parlez-nous de ces dossiers. Vous ne pouvez pas parler de après qu'il n'a pas été. Alors, pas près que je peux en parler de ce qu'en a dit la presse, puisque la presse était présente à l'audience d'homologation, puisque c'est prévu par les textes, mais je ne peux pas parler du contenu de la CJIP puisqu'elle n'est pas publiée. Il faudra attendre quelques jours pour qu'elle le soit pour des raisons juridiques. Il y a la CJIP Club est assez classique, on va l'appeler Club, peut-être Club, je ne sais pas. Voilà, j'espère. Est assez classique, c'est une CJIP de corruption. La CJIP APREC a 2 points d'intérêt à mon sens, qui montrent que le PNF, tout en appliquant et en se conformant à ses lignes directrices, s'adapte à la jurisprudence, aux lois nouvelles. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'adaptation à la loi Warsmann sur le fait que les saisies d'avoir criminels auxquelles le juge d'instruction, parce que c'était une CJIP l'enquête était menée par un juge d'instruction et on peut faire des CJIP alors qu'une instruction est en cours. Donc, les saisies ont été reversées, entre guillemets, dans l'amende d'intérêt public. Mais bon, ça, c'est ce que sollicitait finalement tout le monde, parce que sinon c'était assez artificiel, on restituait la saisie et en même temps l'entreprise payait une amende. Le deuxième point important de la CJIP PAPREC, c'est que pour la première fois, à ma connaissance, une décision pénale, même si c'est pas une décision de condamnation, reconnaît reconnaît pas la culpabilité, reconnaît que le délit de participation à une entente peut être applicable à une personne morale. Ce qui est un débat qui est pendant devant la Cour de cassation. Alors, ça fait jurisprudence, non, puisque le débat est pendant devant la Cour de cassation dans d'autres dossiers pour lesquels il y a eu des mises en examen de personnes morales
pour des faits de participation à une entente. La personne morale et leurs avocats ont fait des recours contre ces mises en examen pour savoir si effectivement ce délit s'appliquait. C'est une vraie question puisque ce délit qui est prévu dans le Code de commerce précise qu'il ne s'applique qu'aux personnes physiques. Or, depuis 1994, en principe, il n'y a plus de différence entre les personnes physiques et les personnes morales. Tous les délits s'appliquent aux personnes morales, mais celui-là, la personne physique est encore mentionnée. Donc, voilà l'évolution pour Paprec, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de personne morale qui pourrait être poursuivie dans le futur, pas pour Paprec, mais pour d'autres cas. Une réaction, Emmanuel Daoud, à ces GIP en cours de publication ou déjà publiés. Vous souhaitez réagir entre autres à celle qui concerne le groupe Paprec? Oui. Entre autres, hein, je vous laisse la main sur ce que vous souhaitez dire. J'ai 3 observations. Je le dis avec le sourire, évidemment. Le PNF fait sien l'aphorisme d'Oscar Wilde qui est « On résiste à tout sauf à la tentation ». Et dans les CGIP, on peut traiter aussi des délits connexes. Dans l'affaire LVMH, c'était pas prévu qu'il y ait dans une CGIP des délits qui soient intégrés sur l'exercice illégal de profession d'enquêteur. C'est la fameuse CGIP sur les activités de LVMH lorsqu'ils ont surveillé François Ruffin, etc., etc. Il y a eu 10 millions d'euros. Il y a eu toute une série d'infractions, d'ailleurs relevant du RGPD aussi, qui ont été intégrées, mais parce que c'était connexe. S'agissant de Paprec, pour ce qu'on en sait, il y a ce délit d'entente qui est considéré comme un délit connexe et qui prévoit expressément, et c'est le droit applicable, que dans le Code de commerce, c'est l'article 401-6, ce n'est applicable qu'aux personnes physiques. Et là, par l'opération du Saint-Esprit d'une CGIP, mais attention, Paprec était assisté, donc c'est une négociation avec des avocats, donc c'est pas le PNF qui l'a imposé, ça a été conclu ainsi pour ce qu'on en sait, au travers des relations de la presse. Il y a ce délit connexe. Ça peut heurter le bon sens juridique, mais il y a un débat qui est pendant devant la Cour de cassation. On verra bien ce qu'il en est dit. Sur l'autre CGIP, ce qui est intéressant, c'est que parmi les facteurs ou les circonstances minorantes, la reconnaissance de la matérialité des faits, c'est moins 25%. Et donc, c'est dans la CGIP, ils ont reconnu la matérialité des faits de corruption d'un fonctionnaire public algérien. Et il y a une autre CGIP aussi qui a été conclue récemment, c'est la CGIP Areva Orano, dont on a dit pour certains commentateurs qu'elle venait consacrer le transfert de la responsabilité pénale, comme l'avait fait la chambre criminelle, entre la société absorbée et la société absorbante. Donc Areva Orano. Je me permets simplement de dire qu'on n'est pas dans ce cas de figure, puisque c'était une cession partielle d'actifs. Donc les mines ont été transférées s'agissant de l'activité à Orano. Pour le passé, là où il y avait eu les faits de corruption publique d'un fonctionnaire étranger mongol, je crois, Areva a payé. Et s'agissant du plan de conformité et des 1,5 million d'euros qu'il a fallu provisionner pour ce programme de compliance sur 3 ans, monitoré par l'AFA, c'est Orano. Donc c'était simplement un rappel d'ordre juridique, sans être trop long, j'espère. On parlera dans un instant des propos de Donald Trump, qui fait beaucoup parler là aussi sur ce thème-là. Je vous donne la parole de Maître Guény sur l'usage de la procédure pénale. On en a parlé, vous vouliez intervenir là-dessus. Juste 2 mots, un premier mot sur la sanction par le PNF de personnes morales, comme vous l'avez souligné, et mon confrère également. C'est vrai qu'il y a un vrai débat sur l'application de l'article 86 qui ne vise que les personnes physiques aux personnes morales. Donc il y a un vrai premier sujet d'applicabilité du texte à des personnes morales. Et si ce cap est passé, si ce cap est franchi, il y aura derrière une autre vraie question, c'est la mise en œuvre et les conséquences de cette applicabilité, en particulier l'articulation par rapport aux procédures autorité de la concurrence. On peut avoir 2 grandes problématiques. Une problématique d'articulation juridique, quid de l'impact sur les programmes de clémence devant l'autorité de la concurrence, quid de l'impact des sanctions, c'est-à-dire qu'on aurait une entreprise qui est sanctionnée à la fois par le PNF et à la fois par l'autorité de la concurrence pour une pratique anticoncurrentielle présumée être la même. Donc il y aurait ce vrai sujet-là de non bis in idem, donc de régularité de la sanction. Et puis il y a aussi accessoirement des questions d'articulation pratique,
C'est-à-dire comment est-ce qu'on gère deux procédures, soit parallèles, soit successives. Et de ce que j'en ai compris, l'autorité de la concurrence n'est pas très très fan de l'idée que le PNF se mette à sanctionner des personnes morales. Il y a quelques jours, M. Benoît Cœuré, qui est donc le président de l'autorité de la concurrence, a utilisé une expression que j'aime bien. À propos justement de l'intervention du PNF pour les personnes morales, il a trouvé qu'il a émis l'opinion que ce n'était pas un système vraiment pas optimal. Donc voilà, il y aura certainement il y a un vrai débat, des articulations à trouver. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Et je me permets juste toujours dans le domaine pénal, concurrence, hors CEGIP, je voulais quand même juste, au titre de l'année 2024, dire un petit mot sur, comment appeler ça, l'instrumentalisation du droit de la procédure pénale par l'autorité de la concurrence. Alors, quand j'emploie le mot instrumentalisation, j'ai bien conscience que c'est provocateur, hein, c'est volontairement provocateur. L'idée, c'est quoi? C'est que 2024 a illustré le fait que les services d'instruction de l'autorité de la concurrence, rapporteur général, au lieu de pratiquer des enquêtes de concurrence sur la base du code de commerce et avec les pouvoirs liés au code de commerce, peut... Alors, c'est là où c'est provocateur, c'est que le texte lui doit. Donc, je vais dire peu, mais le texte dit doit. Saisir le procureur de la République de tout délit dont il a connaissance, ça c'est l'article 40 du code de procédure pénale, suite à quoi donc, si le procureur de la République le décide, une enquête pénale est ouverte, avec un juge d'instruction nommé et une commission rogatoire donnée à des OPJ et à l'autorité, au rapporteur de l'autorité de la concurrence, qui se retrouve à faire des enquêtes de concurrence avec des pouvoirs de procédure pénale. Et ce qui est très différent, puisque dans ce cadre-là, l'autorité de la concurrence a des pouvoirs beaucoup plus grands et les droits de la défense de l'entreprise sont beaucoup moindres. En termes de secret des affaires, assistance des avocats, outils du style écoute téléphonique, qui sont utilisés dans le cadre des procédures pénales et non pas des procédures commerciales. Et ça pose un vrai sujet. Alors ça reste statistiquement encore minoritaire, hein, très clairement. C'est pas toutes les enquêtes qui sont faites selon cette voie-là, mais c'est un vrai sujet parce que ça veut dire que l'entreprise doit se préparer. Une entreprise qui, dans le cadre de ses programmes de formation, de compliance, se prépare à des enquêtes de concurrence, doit aussi se préparer à une enquête de concurrence version pénale, parce que le contexte est totalement différent sur le secret des affaires et d'autres sujets, et donc doit s'adapter. Alors une fois encore, quand j'ai dit instrumentalisation, donc pourquoi est-ce que je me provocateur? Parce que l'article 40 du Code de procédure pénale dit que l'autorité doit saisir le procureur, donc il n'y a pas de choix, et que ce système a été validé par des juridictions jusqu'à présent qui ont estimé à la Cour de cassation, estimé que ce n'était pas une instrumentalisation du droit pénal. Mais ça reste quand même un vrai risque pour les entreprises, cet usage accessoire des procédures pénales en enquête de concurrence. Ça a bien compris vos deux points de vue d'avocat. Je donne la parole à Sophie Dupérec, qui n'a pas encore donné la parole, une réaction à tous ces sujets. Est-ce que vous êtes en face avec vos deux confrères? Oui, totalement. Sur une précision, est-ce que il y a des clients qui vous interrogent sur tout ce dont on a parlé, sur les CEGIP, sur les évolutions dont on vient de parler? Oui, totalement. On a également ce type d'activité. Alors moi, j'entendais un peu plus sur le numérique, mais on va en parler dans quelques petits instants. On va rester dans les sujets d'actualité. Quand on a échangé, donc Emmanuel Daoud, juste avant cette web conférence, vous m'avez dit, il faut aussi qu'on parle de Donald Trump. On en parle beaucoup de manière générale dans plein de domaines. Rappelez-nous ce qu'il a dit et son côté un peu plus casseur de code et libéral qu'il a mis en place. Qu'est-ce qu'il a dit cette semaine? Je trouve qu'on n'en parle pas assez, voyez-vous. On n'en parle pas assez, mais on va le faire maintenant. Mais plus sérieusement, Monsieur Donald Trump a donc dans la série je défais, je démonte tout ce qu'ont fait mes prédécesseurs, vient de prendre un décret qui suspend les effets du FCPA, c'est-à-dire tout le dispositif anticorruption appliqué aux États-Unis, qui a une portée extraterritoriale, au motif que les entreprises américaines étaient trop désavantagées et qu'il fallait leur laisser la possibilité de s'adapter aux pratiques des entreprises concurrentes. C'est du verbatim. Donc, vous avez M. Trump qui dit on n'applique plus le droit anticorruption, en tout cas, on ne va pas l'appliquer aux entreprises américaines, mais peut-être qu'on va l'appliquer aux entreprises qui ont des activités aussi sur le territoire américain. Donc, on nage en plein délire.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour les entreprises qui ont des activités. Il y en a beaucoup qui ont des activités aux États-Unis, qui ont des filiales, qui ont des établissements ou qui négocient en dollars, puisque comme on le sait, la FCPA peut s'appliquer aussi sur la base de l'utilisation du dollar. Mais en tout cas, en termes de prévention du risque, d'insécurité juridique, d'instabilité normative, c'est que ça commence à devenir très compliqué. Et pour l'instant, on n'a aucun calendrier. Mais bon, je réagis à chaud. Peut-être que je dis des âneries parce que je ne suis pas dans le bureau Oval, mais en tout cas, c'est très préoccupant. Alors qu'Elon Musk et son fils y étaient hier. Voilà. Alors, est-ce que je ne suis pas Le 15e enfant de M. Elon Musk. Est-ce que, je m'adresse à vous, Carmen Wesseno, est-ce que c'est applicable ce qu'il a dit? Parce qu'on se rend compte que dans bien d'autres domaines, il a dit des choses, mais on s'est rendu compte 24 heures après qu'elles n'étaient pas applicables immédiatement et que, bon, bref, il y avait beaucoup d'effets d'annonce. Et la deuxième chose, est-ce que ce risque de détricotage peut influer, peut être, encore une fois, pour reprendre ce mot, capillarité vers d'autres zones géographiques mondiales? Oui, tout d'abord, je pense qu'il fait d'utopisme, comme on crée les mots aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est possible, il faut s'interroger, parce que les États-Unis, quand même, elles font partie des accords internationaux, des conventions internationales. Donc, comment c'est possible de ne pas appliquer une loi qui est aussi liée à des accords et des traités internationaux. Donc, mais ce que vous dites, c'est que ça ne va peut-être pas s'appliquer. C'est comme souvent de la provocation, ça fait bouger quelques lignes, mais ça ne fait pas bouger l'essentiel, puisqu'il y a des accords nationaux, internationaux. A priori, ça ne va pas. Donc, ça va pas. on va voir. Et le risque, voilà, de détricoter ce qui se construit en Europe, en France, dans d'autres zones, est-ce qu'il est quand même là, ce risque d'infuser cette idée que trop de contraintes, c'est pas bon pour le business, en fait, hein, si je résume les choses. Que les risques existent, comme pour la CCRD qu'on a parlé, un peu c'est délaissé, mais je pense que c'est quand même, on parle de la corruption et on parle des effets nocifs que la corruption par dans tous les secteurs, dans tout type d'activité. Donc, j'espère pas que ça ne sera pas le cas. On va passer à un autre thème. On reviendra sur l'actualité. Donc, avec vous, Emmanuel, il y a aussi une condamnation pénale de la Cour d'appel de Rennes sur le devoir de vigilance. On en reparlera dans quelques instants. J'aimerais qu'on aborde les sujets, alors que certains présentent encore une fois comme des contraintes, d'autres pas du tout, sur l'évolution des sujets autour de la RGPD. On a aussi maintenant un recul de quelques années sur la cybersécurité. Et puis sur l'IA, évidemment, il y avait un sommet de l'IA cette semaine qui s'est tenu à Paris. Voilà, qui veut prendre la main sur ces thèmes-là en priorité? Je peux y aller. Donc très clairement, sur ces thématiques donc, de cybersécurité, de RGPD et d'intelligence artificielle, on a une actualité qui est absolument foisonnante. On voit bien qu'on a une augmentation réglementaire qui augmente d'année en année. Trop, c'est le point de certains. En tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'il est indispensable de s'y mettre et d'un point de vue de compliance, clairement, de mettre ces sujets à l'ordre du jour. Alors, je vais faire des petits focus parce qu'on ne peut pas tout aborder aujourd'hui, mais à mon sens, on a vraiment 2 chantiers de compliance qui sont absolument phares à mettre en œuvre. Donc pour 2025, c'est à la fois l'intelligence artificielle et puis d'un autre côté, la cybersécurité. Alors peut-être pour commencer sur l'intelligence artificielle, justement pour rebondir avec ce sommet de l'IA, on a eu donc en 2024, enfin après des années d'adoption et de discussion, l'adoption de l'IA Act règlement, voilà, donc en juin en l'occurrence, et dont les premières règles sont entrées en vigueur il y a effectivement quelques jours. Ceci implique pour chaque entreprise, puisqu'en fait ça concerne vraiment l'ensemble des entreprises, de regarder très concrètement quelles intelligences artificielles elles mettent en œuvre, à la fois en qualité de fournisseurs, puisque ce seront en premier lieu les fournisseurs qui seront concernés, mais aussi en qualité d'utilisateurs professionnels, puisque clairement les déployeurs, on les appelle dans ce texte, sont directement concernés. Ça implique de regarder donc quelles intelligences artificielles sont mises en œuvre, de mettre en place des mesures de gouvernance importantes, de cartographie des risques, d'identification également de mesures de formation. Et ça, c'est un point à avoir en tête, puisqu'en fait, depuis février, il est indispensable pour toutes les entreprises de mettre en place des actions de sensibilisation envers les salariés utilisant l'intelligence artificielle, mais aussi les salariés plus spécifiquement qui vont interagir, maintenir, exploiter ces intelligences artificielles-là. Est-ce que, les entreprises que vous côtoyez, dans votre
votre périmètre, est-ce qu'elles y vont de gaieté de cœur, ou est-ce qu'il y a les mêmes réticences qu'il y a quelques années sur la RGPD, sur l'anticorruption? Parce que beaucoup disent, moi je suis sur un média où il y a beaucoup de patrons qui disent ces contraintes, ça commence à être beaucoup, et qui sont, pour reprendre le thème, un peu sensible aux sirènes trumpistes. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, effectivement, le discours fait écho. Pour autant, aujourd'hui, ce qu'on constate côté entreprise, donc principalement utilisatrice, c'est qu'on a vraiment un intérêt à mettre en place de l'intelligence artificielle pour justement faciliter des processus, les automatiser, etc. Donc, on a vraiment un appel, on va dire, très opérationnel à mettre en place ces outils, et notamment l'intelligence artificielle générative, ce qui ne sera pas forcément l'intelligence artificielle qui sera la plus réglementée au sens IA Act. Pour autant, mettant en place ces outils, on voit que les directions juridiques, les directions de conformité et également les COEX s'interrogent et donc veulent clairement sélectionner des outils qui vont être respectueux des droits, des libertés, etc., des droits d'auteur, gestion de la conformité, etc. Donc oui, c'est un vrai sujet. Côté entreprise, voilà, l'IA, on en est où et comment est-ce qu'on l'accepte? Comment est-ce qu'on l'intègre? Bien regarder l'IA Act, et c'est aussi une question que je pense que ça peut intéresser tout le monde, c'est que le sentiment tout de même est qu'il y a certains types d'IA et certains types d'utilisateurs d'IA, et que dans le cas de la plupart des entreprises qui ne sont pas des pourvoyeurs d'outils d'intelligence artificielle, ce qu'on va nous demander, c'est, comme vous le disiez, de sensibiliser tout le monde et de s'interdire des pratiques. Et c'est plutôt du do's and don'ts de ce qu'on perçoit. Et ça pourrait prendre la forme, par exemple, d'une politique des moyens informatiques qui dit attention, comme vous le disiez, aux droits d'auteur, attention à la confidentialité quand vous utilisez. Donc, on va essayer de choisir un outil confidentiel et en tout cas semi-propriétaire. Et ensuite, tous les don'ts, c'est-à-dire prédiction criminelle, scoring, manipulation, biométrie, enfin toutes ces pratiques qui sont interdites à tout le monde et qui vont l'être quand on n'est pas, j'ai oublié les termes, mais quand on n'est pas utilisateur d'IA, je crois, critique, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment deux approches selon qu'on est simple utilisateur, on fait très attention, on entraîne tout le monde, et quand on fait de l'IA, et là on est dans un autre périmètre, qu'on est dans la santé, l'éducation, etc. Et en quelques mots, je reviens à ma première question. Quand on est en entreprise, comment est-ce qu'on vit ça? Il y a beaucoup de contraintes et on en revient toujours à le côté laissez-nous travailler plutôt que de mettre des contraintes. Est-ce que chez InfoPro, c'est un peu comme ça qu'on ressent les choses, ou de manière un peu plus générale? Déjà, on est toujours plusieurs dans départements à s'y intéresser. Donc, vous allez avoir la RSSI, le juridique, le SGTO, et la direction générale vont s'intéresser à ça. Et ensuite, on en débat pour savoir dans quelle mesure on doit bouleverser quelque chose, ou simplement se dire on va adopter des bonnes pratiques. On va adopter aussi ce qu'on appelle en anglais français, du gatekeeping. Désolé. En passant par l'informatique, le RGPD, enfin, tous les gens qui vont donner leur avis pour dire ce projet-là, oui, on peut y aller, ou ce que vous voulez faire là avec cet outil, non, ça ne va pas être possible. Je vous donne la main, Carmen Bresseno, avec une première question. Est-ce qu'on ne court pas après une chose qui est irrattrapable, parce que l'IA, ça va bouger beaucoup et beaucoup plus vite peut-être que d'autres textes sur la RGPD, etc. Est-ce que faire des règlements, des lois, des directives, est-ce que c'est pas courir après quelque chose qu'on ne rattrapera jamais? Non, je pense pas, honnêtement, parce que je pense que l'IA, on est en face des nouvelles technologies qu'on ne connaît pas, donc il faut les réguler quelque part. Et il y a des aspects éthiques, des droits humains qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est pas... Et cette spécificité, qui est une spécificité européenne, de réguler l'IA, est-ce que vous dites, vous, que c'est une bonne chose quand on voit d'autres zones géographiques, les États-Unis notamment, mais pas que, qui ne veulent pas y aller, ou qui ne veulent pas encore y aller? Oui, je pense qu'il ne faut pas réfléchir, peut-être c'est ma casquette de juriste d'entreprise, qu'il ne faut pas réfléchir en pensant à la partie business, mais aussi réfléchir de faire du business, mais dans les règles. Dans les règles, dans l'éthique. Et je pense que c'est une bonne chose, le règlement IA. Il y a aussi des autres initiatives au niveau mondial qui se font. Dans quelle zone?
dans les organismes internationaux, la ONU, qui a des... Et on ne parle que d'éthique, que de frugalité, on parle de quoi quand on parle de ça? Est-ce que quand on est, là je reste du côté des entreprises, est-ce qu'on ne pense, alors évidemment il y a les enjeux de business, mais est-ce qu'on ne parle qu'en termes d'éthique quand on parle de l'IA et de frugalité, ou est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui s'imposent dans la réflexion? Oui. Et pour les entreprises, Pour les entreprises, oui. Oui, je rejoins votre avis. Il faut d'abord commencer pour faire une cartographie des risques. Donc, aller dans chaque service, regarder quels sont les outils utilisés pour ceux qui utilisent l'IA. Donc, quels sont, par exemple, je pense à les RH, que ça rentre dans les outils pour les profilages qui sont concernés. Après, effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est d'avoir un chat IA qui régule la façon dont les salariés, comment l'entreprise utilise ces outils. Et pour les directions juridiques aussi, il faut qu'on creuse la partie contractuelle de comment on va aborder ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de travailler, parce que c'est pas, on va pas pouvoir raisonner par une clause type à rédiger, il faut être pragmatique. Exactement, et outil par outil. Parce qu'il faut demander, par exemple, des garanties aux fournisseurs de savoir d'où ils ont pris la data, des mesures de sécurité organisationnelle, voir s'il y a des collègues de données personnelles, comment ça a été fait. Et il y a un nouveau mode de contrat qui c'est comment ça s'appelle, les modèles as a service, c'est-à-dire des modèles, de l'utilisation des modèles IA pour faire le développement. Donc, il faut une réflexion plus longue. Un peu plus globale là-dessus. Oui, sur ce point, oui. Sophie Dupéret. Oui, alors clairement, les sujets contractuels font partie des gros sujets qui nous sont remontés par les clients. Donc, c'est un élément qu'il est important d'avoir en tête. Donc, on travaille beaucoup côté client ou prestataire sur justement l'adaptation de ces clauses, la prise en compte de la gestion des données, notamment des garanties, quelles garanties on peut offrir, la prise en compte aussi de l'aléa de ces modèles. Donc, quelles sont les limites, etc. Donc, c'est effectivement des gros sujets. Et encore une fois, le sujet phare aujourd'hui, c'est vraiment en interne de regarder de manière très granulaire, en fait, les cas d'usage, de savoir si justement, au regard du réglementaire, on se place sur des usages qui sont interdits ou au contraire qu'on va considérer comme étant à haut risque ou à faible risque et pour lesquels finalement on a essentiellement de la transparence. Voilà, donc ça c'est vraiment l'aspect un peu clé, sachant qu'on a clairement des secteurs qui vont être beaucoup plus concernés que d'autres. Donc typiquement, banque et assurance sont directement concernés par des secteurs à haut risque. En revanche, toutes les entreprises sont concernées donc, sur les aspects recrutement, gestion des RH, puisque c'est des outils qui sont très utilisés en tant que tels. Vous souhaitiez également parler de cybersécurité. Exactement, c'est la deuxième thématique qui, à mon sens, est vraiment phare pour 2025. Donc, on a eu une inflation réglementaire très, très importante. On a eu DORA avec la résilience du secteur financier. On a eu également, il y a 2 ans, donc, la directive NIS 2, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, NIS 2, rappelez-nous. Voilà, donc NIS 2, c'est vraiment la cybersécurité adaptée aux réseaux et aux systèmes d'information. Ça concerne énormément d'entreprises. Donc, on est sur vraiment une réglementation globale, puisqu'on va avoir 18 secteurs qui sont concernés, qui sont considérés comme étant critiques. Et là-dedans, on va venir toucher en premier lieu les entreprises qu'on va considérer comme étant essentielles pour le bon fonctionnement de la société. Donc, ça va être typiquement la santé, les transports, tous les services numériques, potentiellement l'agroalimentaire également. Donc, on voit qu'on a vraiment des intervenants qui sont très, très vastes, avec des critères de seuil, puisqu'en fait, les premières entreprises qui vont être concernées, c'est en premier lieu les PME et PMI. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est que ce n'est pas une réglementation qui s'applique uniquement aux grandes entreprises. À partir de 50 salariés, à partir de 10 millions de chiffre d'affaires, on rentre directement là-dedans. La cybersécurité et ces réglementations-là, elles vont concerner vraiment une gestion en amont, donc la mise en œuvre de mesures de sécurité qui vont être très claires, le besoin de documenter, et là on a un vrai effort typiquement côté PME sur cet effort de documentation, la rédaction de plans de sécurité, de plans de continuité d'activité pour vraiment anticiper les incidents de sécurité, puisqu'aujourd'hui on a vraiment un vrai sujet cyber avec des attaques qui sont continuelles. Donc comment réagir, comment anticiper? Toujours ce volet de sensibilisation
avec l'idée aussi qu'on a une responsabilisation accrue des entreprises et notamment des dirigeants, puisque, et ça c'est le côté un petit peu plus sanction qu'il faut avoir en tête, c'est que cette réglementation NIS 2, comme le RGPD, comme l'IA Act, vont être sanctionnés par des amendes administratives fortes, ça peut aller jusqu'à 10 millions d'euros, 2% du chiffre d'affaires mondial, mais surtout aussi on a des impacts sur les dirigeants qui peuvent avoir en termes de sanctions, de la suspension de fonctions. Et ça, vous l'expliquez vraiment à vos clients et surtout les plus petites entreprises parce que vous sentez qu'il y a un peu de mal à se mettre... Clairement, puisqu'en fait, on est sur une directive et donc on a tendance à toujours attendre un petit peu la transposition en droit national. Aujourd'hui, on a une transposition qui est assez aléatoire. On a une dizaine de pays qui sont déjà transposés. La France n'en fait pas partie compte tenu de notre activité réglementaire. Mais ça ne saurait tarder. Alors, on aura une entrée en vigueur progressive de ces règles-là. L'ANSSI a dit 3 ans, grosso modo, pour se mettre en conformité. En revanche, l'action et le type d'action de compliance est tellement fort qu'il s'implique d'appréhender d'ores et déjà ces mesures en lien avec d'autres thématiques de type RGPD, puisque c'est ce qui importe, c'est vraiment la sécurité des données. Et puis aussi, c'est vraiment un point important d'un point de vue de compliance, c'est que cette réglementation-là, et quand bien même on n'a pas encore la transposition, elle est assez précise sur un certain nombre de mesures. Et alors, je pense directement aux actions de notification, puisque toutes ces entreprises-là vont être assujetties à l'obligation donc d'informer en France l'ANSSI dans des délais de 24 heures de tous les incidents qui sont importants. Donc, on s'en est sur des délais très courts, sur un nombre d'incidents qui est quand même important, et je vais donner un exemple pour que ça soit très concret. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de définition claire, mais par contre, pour des acteurs du numérique, on a des définitions qui ont été très précises et qui ont été adoptées dans un règlement délégué en fin d'année dernière. Par exemple, pour un service cloud, donc d'infrastructure en nuage, une interruption de 30 minutes de service, c'est un incident important. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup d'incidents à remonter, que ça va nécessiter d'industrialiser ces process. Donc ça, typiquement, c'est des choses qui doivent être appréhendées. Et peut-être dernier élément important d'actualité, il est indispensable quand on tombe donc, dans ce champ d'application de la directive de se notifier auprès de l'ANSSI. Et ça, il faut le faire assez rapidement puisqu'on avait en tête, en tout cas, avril 2025. Donc, c'est vraiment des actions qui sont assez imminentes. Très proche. J'ai quelques premières questions qui arrivent. Concernant le retour de Donald Trump au pouvoir et la protection des données européennes, doit-on attendre une intensification, s'attendre à une intensification du recours des États-Unis au cloud out, et est-ce que l'Union européenne va enfin prendre position sur ce sujet? Alors clairement, ça fait partie des grands sujets. Toujours cette idée de mondialisation, de circulation des données. Alors le Cloud Act, clairement, et puis après tous les aspects de transfert de données vont clairement être un sujet à venir, à mon sens, sur les mois qui vont intervenir, puisqu'on avait eu des accords, notamment pour faciliter le transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis. Clairement, que tout ça soit cassé. Alors clairement, vu les prises de position très récentes et notamment le fait qu'on ait un certain nombre de personnes qui étaient limogées, donc on n'a plus vraiment d'organes de contrôle. Donc clairement, de ce côté-là, il faut s'attendre à une remise en cause des flux transfrontières et donc de ce caractère un petit peu plus aisé des flux transfrontières vers les États-Unis. Un point qui peut être intéressant d'avoir en tête aussi au regard de cette prise de position de Donald Trump, notamment sur justement la surréglementation européenne et notamment sur tous ces acteurs du numérique, on peut avoir un petit peu l'effet et le pendant, à savoir côté européen, se poser la question, et c'est un vrai sujet en fait sur toutes ces réglementations, de balance entre le respect de l'innovation, promouvoir finalement des acteurs européens et dans un autre temps de réguler, de promouvoir une vision européenne et de manière sécurisée. On voit d'ores et déjà qu'on a quand même un petit peu, d'appréhension côté européen, puisqu'on voit qu'on a eu quand même quelques annonces en parallèle du sommet de l'IA, sur notamment le fait qu'on ait déprogrammé un certain nombre de textes, et donc directement, par exemple, toute la directive sur la responsabilité de l'intelligence artificielle, qui était le pendant en fait de l'IA Act, et pour le coup déprogrammée. Donc on voit qu'on a quand même des réflexions. Exactement. Une autre question pour tous les intervenants, peut-être Maître Dini, ça peut vous concerner, sur la conjugaison du règlement IA et du devoir de vigilance. Est-ce que cela augmente de fait les exigences concrètes pour les entreprises?
Oh, je vais être en mal de vous répondre. Ou peut-être quelqu'un d'autre, hein. Je ne sais pas qui veut prendre la main sur cette réponse. Est-ce que je vous passe la question? Un joli passé de ballon. Oui, sur le conférence. Non, elle essaie. Clairement, de toute façon, on a un devoir de vigilance qui est fort, puisqu'on a ce besoin, donc, que ce soit sur l'aspect IA, cyber, RGPD, de suivre en interne les risques et de les remonter aux autorités. Donc, le focus vigilance, que ce soit sur la gestion interne, et en fait, le pendant, hein, puisque toutes ces réglementations-là, encore une fois, j'ai fait le focus sur la mise en œuvre en interne, mais en fait, ça concerne l'intégralité de la chaîne de sous-traitance, donc typiquement sur NIS 2 et les mesures de sécurité, de cybersécurité, pour être bien protégé, il faut l'appréhender de manière globale avec l'ensemble de ses partenaires, sous-traitants, etc. Donc ça implique aussi d'exiger une vigilance sur ces acteurs-là. Emmanuel Daoud, on l'évoquait il y a quelques instants, vous vouliez revenir aussi à propos du devoir de vigilance sur la condamnation pénale de la Cour d'appel de Rennes sur le fondement de devoir de vigilance. Je ne sais pas si c'était le sens de votre demande d'intervention là à l'instant. Non. alors, vous commencez parce que vous souhaitez dire et on parlera de cette actualité ensuite. Oui, s'agissant de l'IA et de la nécessité, pour répondre à la question qui a été posée via la boucle WhatsApp, de savoir si ça va renforcer ou accroître la responsabilité des entreprises ou les obligations de celles-ci par rapport au devoir de vigilance. À partir du moment où le devoir de vigilance, c'est le respect des droits humains, et dès lors qu'on applique l'IA, par exemple, dans le recrutement, je ne vais évidemment pas citer de nom, parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès, mais il se trouve qu'en ce moment, dans les entreprises, on utilise une IA qui est en capacité d'évaluer ou de scorer des candidats et candidates à travers de leurs émotions. On ne peut pas analyser, évaluer, formaliser sur les émotions. Aux États-Unis, c'est autorisé. Mais sur les émotions, c'est-à-dire voilà, vous avez un entretien qui est conduit au niveau de la variation de la voix, oui, donc c'est des entretiens d'une caméra. Okay. Et ça, c'est, à ma connaissance, c'est interdit, ça devrait faire l'objet d'une notification à la CNIL. Donc, pour ce qui nous concerne, puisqu'on essaye de faire une gestion des risques et qu'il peut y avoir un pendant pénal, je reste dans mon domaine et dans mon couloir de nage, ça pose une difficulté. Et au regard de la compliance, devoir de vigilance, respect des droits humains, ça peut poser des difficultés d'utiliser l'IA, puisqu'il peut y avoir des discriminations qui ne peuvent pas être admises. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel je voulais réagir. Le deuxième point, l'IA, c'est aussi, on l'applique en matière d'enquête interne maintenant. La question de savoir comment on va évaluer l'authenticité de vidéos, d'enregistrements audio qui peuvent servir dans des enquêtes pénales comme élément de preuve. Et l'institution judiciaire, comme la police, comme les entreprises, comme les avocats et les avocates de ces entreprises, on va devoir se coltiner des éléments matériels qui pourraient peut-être être fabriqués par des IA génératives et dont on ne sait pas très bien comment on va pouvoir les détecter. On a déjà eu 2 cas au cabinet d'enregistrement audio complètement bidons qui nous ont été opposés aux entreprises de dirigeants et ça a été fabriqué à partir d'IA. Donc, je suis pas vous savez, il y avait une série qui s'appelait Black Mirror, d'anticipation. On y est sans crier au loup, sans susciter des fantasmes, mais vraiment, on y est un peu. Et en l'état, pour en avoir parlé, je ne vais pas citer l'office central où j'accompagnais un client qui était en garde à vue, je leur ai posé la question, une suspension, en disant qu'est-ce que vous faites en termes d'évaluation de ces preuves? Et l'enquêteur que j'avais en face de moi m'a dit, pour l'instant, on a un laboratoire de recherche qui nous donne des outils, mais on n'est pas encore prêt. Mais on va s'y préparer. Emmanuel Guénin. Oui, juste quelques mots aussi pour rester dans mon domaine et pour revenir sur les points d'attention par rapport à RGPD, IA, le droit de la concurrence, évidemment, s'intéresse à ces matières depuis quelques années déjà, hein, c'est pas tout neuf. Typiquement, si on reste sur les années 2024 à peu près, en RGPD, on peut citer alors une affaire qui est de 2023, mais je vais expliquer pourquoi je décroche chronologiquement par rapport à la thématique du jour. Une affaire Facebook, donc condamnation de Facebook en Allemagne par le Bundeskartellamt, donc l'autorité allemande de la concurrence, puisque le Bundeskartellamt avait estimé que cette entreprise, Meta, donc, était en position dominante et commettait un abus de position dominante en ne respectant pas le RGPD. Donc là, on a un lien direct entre 2 réglementations, concurrence
et data, enfin RGPD. Et cette position a été validée par la Cour de justice de l'Union en 2023. Pourquoi j'en parle, bien que ce soit 2023 et pas 2024? Parce qu'il y a quelques jours, vous avez, alors je vais me permettre de le lire parce que je ne me souviens pas du titre, c'est le European Data Protection Board qui a sorti un papier, donc c'est une instance européenne, qui a sorti un papier justement pour insister sur la nécessaire interaction entre les réglementations data et le droit de la concurrence. Donc là, on est vraiment sur des sujets qui sont intimement liés, d'où la nécessité aussi de faire attention au RGPD, pas que sur la data, même si c'est le cœur du sujet, mais aussi sur la concurrence. Et on retrouve d'ailleurs cette problématique, vous avez eu, en 2024, est sorti un avis de l'autorité de la concurrence sur les applications mobiles. C'est un avis qui a été rendu pour la CNIL. Et c'est intéressant parce que dans cet avis, l'autorité de la concurrence, évidemment, reconnaît l'intérêt et la nécessité de respecter le RGPD, y compris d'un point de vue droit de la concurrence d'ailleurs, mais attire aussi l'attention sur les dangers de trop de réglementation, et trop d'application du RGPD, si je peux employer l'expression, pour le bon jeu de la concurrence. Donc il y a un équilibre à trouver, en tout cas du point de vue de l'autorité de la concurrence, il y a un équilibre à trouver entre réglementation et trop de réglementation. Et pour l'IA, c'est un peu la même chose. On a eu un avis cette année extrêmement intéressant de l'autorité de la concurrence sur l'IA générative. Elle fait vraiment un panorama de l'analyse des marchés, du contexte économique et des risques concurrentiels que, en tout cas, elle commence à envisager. Et des risques qui sont relativement classiques, j'allais dire. Vous voyez, c'est risque d'abus de position dominante sur les composants informatiques, verrouillage des services cloud, refus d'accès à des données, refus d'accès ou difficulté d'accès à la main-d'œuvre qualifiée. C'est quelque chose en droit de la concurrence plus généralement qu'on retrouve, tous ces accords de non-débauchage, par exemple, qu'on a pu voir dans la Silicon Valley et qu'on retrouve désormais en Europe. Mais aussi les prises de participation minoritaires sur des startups et qui empêcheraient la création, le développement de nouvelles entreprises. Donc là, on a tout un aspect IA qui est vraiment bien pris en compte par l'autorité, par les autorités de manière générale en Europe, mais l'autorité de la concurrence est assez efficace là-dessus, elle est assez en pointe. Donc c'est un vrai sujet sur lequel elle s'intéresse. Ça fait un peu écho, mais là je ne développerai pas parce que je suis vraiment chronologiquement tout à fait en dehors du scope, à une étude qui avait été menée par l'autorité de la concurrence, c'est le Bundeskartellamt, qui est donc l'autorité allemande, en 2019 sur les algorithmes et sur l'usage d'algorithmes en droit de la concurrence, et plus exactement l'usage possible d'algorithmes pour fausser la concurrence, avec toute une vraie problématique intéressante de pratique d'entente anticoncurrentielle via des algorithmes. C'est un sujet qui est passionnant là-dessus. Mais bref, pour revenir sur l'IA générative, je mentionne juste aussi, cette année, on a eu 2 consultations de la Commission européenne sur l'IA générative, sur le métaverse, et ça reste des sujets qui, pour la concurrence, sont pleinement d'actualité. L'autorité de la concurrence a bien précisé que le numérique restait une priorité pour 2025, notamment sur la question, d'une part, d'utilisation des données, et d'autre part, sur le lien entre entraînement des modèles d'IA et respect des données personnelles. Donc voilà, RGPD, IA sont évidemment des sujets numériques, mais sont aussi des sujets concurrence. Quelques questions rapides et des réponses rapides aussi. Je vous donne la parole, Carmen, dans un petit instant. Je me tourne vers François-Xavier Dulin on a parlé de la fiabilité de certaines pièces dans les dossiers qui peuvent être générées par de l'IA. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous intégrez aussi, ou c'est compliqué à l'instant T de faire un peu la part entre le bon gras et livrer comme on dit? Alors, je pense que même si maintenant ça évolue beaucoup avec l'IA, mais on a toujours eu en matière d'enquête pénale la difficulté de savoir ce que valait la preuve qu'on a récupérée, est-ce qu'elle a été fabriquée, il y a eu des enquêtes et des histoires particulièrement retentissantes sur le sujet. Donc pour nous, quand on mène une enquête et quand après on décide des poursuites, c'est qu'on a suffisamment d'éléments de preuve qui sont corroborés par d'autres éléments qui permettent de faire tenir des poursuites. C'est justement le rôle de l'enquête pénale, c'est aussi le rôle du débat à l'audience, c'est chaque preuve de les passer au tamis et de dire, bah oui, effectivement, ça c'est une preuve qui permet d'asseoir une culpabilité, ça c'est une preuve qui permet d'asseoir une relaxe, le cas échéant. Mais voilà, donc ça va rajouter effectivement de la difficulté. Une couche de vérification de plus. Oui, en tout cas, des nouvelles vérifications, mais de toute façon, les enregistrements, les fichiers informatiques qu'on reçoit, systématiquement, on s'en méfie, on les retravaille et on les prend pas tels quels. Question pour Sophie Dupéré, vous nous parlez de la directive Nice 2. Ne risque-t-elle pas d'être impactée par la loi Omnibus qui sera publiée par la Commission à la fin du mois? C'est février.
Ça nécessiterait d'être creusé, très clairement. Après, j'ai directement. pas ça en tête du tout. Après, il y a peut-être des aspects cyber, mais en tout cas, la grosse actualité sur Nice 2, c'est le fait qu'à partir du mois de mars, donc dans un mois, on va avoir le début des discussions parlementaires sur la transposition. Carmen Breceno. Je ne pense pas parce que le premier volet de haut niveau, c'est CRD, C3D et taxonomie. Peut-être dans un deuxième temps, parce que vous parlez de simplification, donc peut-être. On va aller dans le concret, une question très intéressante. Au regard du contexte géopolitique de plus en plus sensible et instable et de l'inflation réglementaire sur quasiment tous les sujets donc liés à la compliance, quels conseils pouvez-vous donner aux praticiens de la compliance et notamment peut-être aux plus jeunes qui n'ont pas peut-être encore la sensibilisation à des sujets ils sont natifs de plein de sujets numériques. Est-ce qu'ils ont la même sensibilisation et sensibilité que des personnes légèrement plus âgées? Je ne sais pas qui veut prendre la main. Carmen, là-dessus. Oui. Tout d'abord, je pense qu'il faut faire une veille poussée des sujets réglementaires. Il faut suivre parce qu'effectivement, c'est dense, ça change tout le temps, donc il faut rester informé de tous les sujets. Et une façon de le faire, je pense que c'est intéressant de joindre les organisations professionnelles parce que c'est un endroit d'échange dans lequel on va trouver de l'aide des pairs. Donc, Sophie, est-ce qu'en entreprise, cette distinction d'âge, parce qu'elle est fière, c'est une question plus intéressante qu'on ne le croit. Ceux qui sont nés avec le numérique et ceux qui sont nés avant, est-ce qu'il y a un vrai gap générationnel dans la sensibilisation à tous ces sujets, à toutes ces contraintes, à toutes ces règles qui sont mises en place? Je dirais que on a évidemment les natifs du numérique. Donc, nous les vieux, nous avons connu en fait le brick and mortar, qui est devenu numérique, et donc on a dû s'adapter. Et parfois, on se pose encore un peu la question est-ce que telle règle est adaptable à telle. Je me souviens très bien du début d'Internet où on se demandait si on appliquait les règles classiques de droit des dommages à ce qui se passait sur Internet et où se passait l'infraction, par exemple. Mais et ce que je constate, en fait, au-delà de toutes les générations, et ce que je conseille, c'est peut-être, au lieu d'aller essayer de regarder les règles une fois qu'on s'est renseigné en regardant des webinaires ou en recevant des newsletters, le plus petit newsletter d'avocats, clairement, comme ça, on n'en loupe pas une, c'est peut-être d'aller voir les guides, les rapports. De la CNIL, notamment, ouais. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'à droit constant, l'API, notamment le CEPD, le Comité européen par exemple protection des données, ou toutes autres autorités dont vous parliez, font l'effort énorme de produire des guides, des rapports, et donc on n'est pas obligé de connaître parfaitement la règle pour pouvoir se plonger dans un rapport de la DLC ou une guidance de la CNIL. Et ça, c'est tout de suite du très très pratique. Emmanuel Daoud, vous souhaitez intervenir? Oui, moi je trouve qu'on vit une époque formidable en fait, et que les plus jeunes comme les moins jeunes, on est face à certes une avalanche d'informations, mais on a les outils aussi pour les trier et les sélectionner. Et on allait vers, je parle des juristes, vers une ultra spécialisation, et on s'aperçoit que maintenant on doit faire un pas en arrière et devenir à nouveau des généralistes. Et donc, je ne veux pas dire que nous sommes des lumières au siècle des lumières, mais en tout cas, on doit s'intéresser, être hyper curieux. Et pour ce qui concerne les avocats et les avocates de notre cabinet pour les plus jeunes, c'est pour ça que j'ai fait cette assise, on leur demande de faire des veilles sur ce que publie le PNF, l'AFA, les autorités de régulation, les newsletters y compris de nos confrères et consoeurs, pour essayer d'avoir des infos, voire de faire des veilles sectorielles. Et on s'aperçoit qu'on arrive à suivre, évidemment pas en étant un spécialiste de tout, je serais un crétin en disant cela, mais en ayant cette culture juridique normative sur la compliance assez générale et en ayant une version holistique. Et je trouve que c'est passionnant, parce que lorsqu'on fait de la compliance, lorsqu'on fait du droit, on fait de l'éthique. Et faire de l'éthique appliquée au business, finalement... c'est quand même, ça donne beaucoup de sens à notre engagement professionnel, mais pour toutes celles et ceux qui sont autour de cette table. J'aime bien cette note d'optimisme. Vous vouliez ajouter quelque chose, Carmen? Oui, je vous ai ajouté du fait de faire la veille pour les jeunes juristes, c'est aussi ne pas rester sous les textes, mais aller
au pourquoi de la réglementation. Parce que c'est ça qui permet après de passer les bons messages. Et par rapport au guide des autorités que vous mentionnez, il ne faut pas oublier aussi qu'on parle de la soft law. Donc, c'est pas les recommandations de l'AFA, de l'ECNIL. En cas de contrôle, ils vont être appliqués. On va nous demander de pourquoi, si on a dévié de la règle, de pourquoi on l'a fait. Donc, il faut effectivement aller regarder tous ces guides et recommandations. J'ai encore une question courte pour Sophie Dupéré. On a parlé de cybersécurité, la loi Cyberscore. Le Nutri-Score s'est imposé, est-ce que le Cyberscore s'est imposé ou a du mal? Alors, il a du mal, très clairement, puisqu'on a un texte du Code de la consommation qui impose donc ce Cyberscore à un certain nombre d'entités numériques, donc plateformes, places de commerce, etc. en ligne. Donc, qui est un peu l'équivalent du Nutri-Score qu'on peut avoir et donc qui clairement a un impact assez utile pour le consommateur en termes de cybersécurité. Pour autant, on est toujours en attente du décret. Donc aujourd'hui, ça reste voilà. Mais c'est le même principe, c'est ABC. Exactement, tout à fait. Et donc on reste en attente de justement comment mesurer et catégoriser en termes d'audit. Maître Dieny, je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitiez aborder qu'on n'a pas encore abordés dans votre intervention? Allez-y. Juste, je vais rebondir sur le propos de ma consoeur sur le Cyberscore, que je ne connais absolument pas. En revanche, je ne peux que renvoyer à un avis de l'autorité de la concurrence qui est sorti donc en 2024 sur les systèmes de notation des produits, des services et produits de consommation. Donc l'autorité revient sur l'analyse concurrence de ces systèmes de notation type Nutri-Store mis en place entre entreprises avec les risques de concurrence faussée si les critères ne sont pas objectifs, si le système est opaque, etc. Voilà, c'est juste pour rebondir. Non, sinon, sur concurrence, avant que nous abordions, si je ne me trompe pas, vigilance. Voilà. On y va. Enfin, je vous laisse faire la transition. La transition, je ne sais pas si ça va être la transition, mais juste, voilà, l'avantage du droit de la concurrence, c'est, vous parliez de passion il y a quelques minutes, et là, je ne peux que vous rejoindre pour le droit de la concurrence, c'est que c'est au confluent de l'ensemble des sujets que l'on traite. Alors, il y a quand même deux petits sujets 2024 qui sont un tout petit peu plus isolés, mais que je vais mentionner juste pour mémoire, parce qu'ils impactent quand même le sujet général de la compliance. D'une part, rappeler que l'autorité de la concurrence a sorti, donc en février, l'autorité de la concurrence, pardon, la Commission européenne a sorti en février une nouvelle communication sur la définition du marché pertinent. Marché pertinent, communication qui remplace celle de la vieille de 1997. J'en parle juste parce que la définition du marché pertinent en droit de la concurrence, c'est une brique essentielle de l'analyse des ententes, des abus et des concentrations. Et donc, c'est aussi une brique essentielle, notamment quand vous établissez une grille de risque dans le cadre d'un programme de conformité. Donc voilà, c'est vraiment un document qui est fondamental et qui vient d'être renouvelé. Et alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur celui-ci. Oui, Carmen Bresseno. Oui, c'est aussi un point de vigilance sur les contrôles de concentration. Et en septembre 2024, il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sur le fait qu'il est aujourd'hui interdit aux autorités locales d'envoyer des dossiers à la Commission si cette autorité locale n'a pas la possibilité de justement de contrôler ces compétences, voilà, pour le oui. cas, voilà. Mais donc ça pose un problème important pour les autorités, que justement ça fait les liens avec tout ce qu'on a discuté, du fait que les sociétés, qu'il y a certaines concentrations qui passent sous les radars de contrôle de concentration parce que ça n'arrive pas à avoir les seuils de chiffre d'affaires. Et donc, l'autorité se dit c'est important de les contrôler, surtout on les voit sur les géants de la tech qui achètent des petites startups. Et donc, ça pose un problème de concurrence. Donc, l'autorité a sorti une consultation qui va finir bientôt, 16 février, si je ne me trompe pas, sur la façon de comment pouvoir encore contrôler ce type d'acquisition que les appelle acquisition prédatrice. Donc, il a poussé trois possibilités. Soit c'est d'ajouter à la partie quantitative des chiffres d'affaires une demande qualitative
type de concentration. Donc, si on est en présence d'une grande société, il faut quand même qu'ils puissent regarder. Soit faire du calling, qui c'est de dire est-ce qu'on utilise déjà les notions qui ont été faites via la DMA, par exemple, des gatekeepers? Est-ce qu'on oublie les gatekeepers de notifier toute opération de concentration? Et la troisième voie, c'est un contrôle ex post. Ça peut poser problème à la société, c'est de se mettre sous l'angle de voir les ententes au bout des positions dominantes. Donc, ça fait un peu de la sécurité. Emmanuelle Guény, je vous rends la parole et je précise qu'il nous reste environ un gros quart d'heure, que si vous voulez donc poser toutes vos questions, vous le faites sur le site et elles nous seront relayées via la boucle que nous avons mise en place. Emmanuel. Tout à fait. Juste pour compléter ce que disait Madame, effectivement, donc cette consultation de l'autorité pour contrer la jurisprudence européenne qui empêcherait les autorités nationales d'aller soumettre un dossier à la Commission européenne alors qu'il ne serait pas notifiable au niveau français. Et deux autres mouvements en France, alors qui peuvent paraître contradictoires un petit peu. Premier mouvement, on a eu en juin des débats devant le Sénat pour hausser les seuils de contrôlabilité des opérations françaises, parce que le contrôle des concentrations en substance, c'est un contrôle donc ex ante, donc un contrôle préalable. Vous ne devez notifier que si vous avez une opération de concentration, c'est le critère juridique, et qui dépasse certains seuils de chiffre d'affaires. Les seuils français commencent à être vieux, et anciens en tout cas, et donc l'actualité, c'est d'augmenter les seuils pour déclencher le contrôle des concentrations. Ça a été adopté par le Sénat en juin, et puis il y a eu un petit événement après qui s'appelait la dissolution, qui a légèrement modifié le calendrier. Dans plein de domaines. Et donc voilà, c'est resté sur le bureau de l'Assemblée nationale, ça attend le vote. Donc ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, l'autorité de la concurrence 2024, et ça c'est très intéressant, c'est reconnu pleinement capable d'examiner des opérations de concentration, je vais employer pour éviter l'ambiguïté, des opérations de croissance externe, sous le fondement, comme le disait Madame, du droit des ententes ou des abus de position dominante. Au cas d'espèce, c'est une décision équarrissage. Au cas d'espèce, elle estimait que c'était pas pertinent. Mais voilà, au plan juridique, l'autorité est claire pour dire maintenant, moi, les opérations de concentration, même en dessous des seuils, donc des opérations de restructuration, de croissance externe, je peux les examiner sur le fondement des ententes ou des abus de position dominante. Emmanuel Daoud. Je voulais revenir sur la règle de la Cour d'appel de Rennes. On va sur le devoir de vigilance. J'ai ma réponse dans quelques instants. On y arrive donc. Je vais un peu de publicité pour Lefebvre Dalloz qui est partenaire, puisque cette décision a été commentée dans la revue Agi Pénal Dalloz, qui est une excellente revue consacrée au pénal et à la procédure pénale. Plus sérieusement, c'était sérieux. C'était sérieux. La Cour d'appel de Rennes a condamné une entreprise sur le plan pénal pour ne pas avoir respecté le devoir de vigilance raisonnée induit par le règlement bois. Et elle a été condamnée à 100 000 € d'amende. C'est la deuxième décision en 2024, puisqu'il y a eu une décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel de Bourges, toujours sur ce règlement bois. Alors ça peut sembler loin des préoccupations des auditeurs et auditrices, mais il n'en reste pas moins que l'on voit là, pour la première fois, matérialiser une relation directe entre le devoir de vigilance et le droit pénal, ce qui n'est pas très étonnant, puisque le devoir de vigilance, c'est prévenir les atteintes aux droits humains, aux droits de l'environnement, aux droits de la santé et de sécurité, et pour une partie, sur la transition climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que les entreprises, les directions juridiques, les directions de la compliance vont devoir maintenant se poser la question sur le fondement du devoir de vigilance à la française et de la CS3D lorsqu'elle verra le jour, avec des seuils qui ont été rabaissés, 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, de se poser la question de savoir comment je dois gérer deux choses. La première, remonter les infos au niveau des dirigeants, donc au travers de la cartographie des risques, du reporting efficient pour prévenir les atteintes ou de la remédiation, et dans le même temps gérer le risque pénal. Parce qu'à partir du moment où je suis informé dans ma cartographie des risques d'atteinte aux droits humains chez tel partenaire commercial, chez telle filiale, comment je fais pour traiter cela? Parce qu'ensuite, le juge pénal peut très bien vous dire, et d'abord le parquet qui est le maître des poursuites, est-ce que vous êtes co-auteur parce que vous avez laissé faire? Est-ce que vous avez donné les moyens? Vous êtes complice? Ou vous avez recelé parce que vous avez profité de ce produit de l'infraction? Et donc, si je puis me permettre,
j'y pense maintenant. Il y a un grand penseur trop souvent ignoré, un grand philosophe du droit, Pierre Dac, en fait, je plaisante. C'était un humoriste qui est mort il y a 50 ans, tout voilà, juste, exactement. Il y a quelques jours. Et qui disait la chose suivante, il disait le client est cuit lorsque son avocat n'est pas cru. Et, On est bien Pierre Dac. Et bref, les entreprises vont avoir du mal à ne pas être cuites si dans leur cartographie des risques, il y a l'identification de ces risques-là. Et j'ajoute, parce que j'ai été très sensible à ce que disait Carmen tout à l'heure, on est là pour appliquer la compliance et on ne le fait pas de façon cynique. C'est-à-dire qu'on n'est pas des hommes et des femmes cyniques. Prévenir les risques, c'est aussi sécuriser les entreprises pour faire en sorte qu'on puisse faire du business, comme l'on dit, mais de façon compliant, c'est-à-dire en respectant le droit et en respectant en particulier les droits humains. Et donc, il va falloir que les entreprises, sur le terrain du devoir de vigilance, qui est un dispositif civil, se posent aussi la question en amont de comment je maîtrise mon risque pénal alors que les infos vont remonter. Carmen, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, pour compléter les propos d'Emmanuel. On parle de la directive bois, mais aujourd'hui, il y a un règlement déforestation qui inclut les bois, cacao, caoutchouc. Donc, c'est-à-dire que c'est les devoirs de vigilance liés au produit. Donc, on va voir ce règlement qui est déjà promulgué, mais dont l'application a été reportée d'un an, justement, parce que c'est énorme comme travail pour les entreprises, parce qu'on va aller jusqu'à la parcelle où a été produit l'arbre, où ça sortit les papiers, etc. Donc, c'est énorme comme sujet. Et aussi, on a le règlement de travail forcé pour appliquer au produit. Donc, on a la CSRD et la CES 3D, mais la CES 3D, c'est les marques générales. Mais après, on a aussi ce type de devoir de vigilance appliqué aux produits. Donc, les sociétés qui vendent des produits, ou les distribuent, comme c'est notre cas, on sera concerné par ce type de Moi, je vois qu'il y a beaucoup de travail pour les avocats à venir. Je vous redonne la parole, Emmanuel Davoust. Oui, c'est un point super important parce que les entreprises, c'est la formule qui est utilisée, ont des nouveaux juges. Les nouveaux juges, ce sont les ONG. Oui. Mais nous, dans notre cabinet, on travaille pour certaines ONG. Et ce que je veux dire, pour pas qu'on diabolise ces ONG, d'abord, elles sont considérées comme des parties prenantes pour l'élaboration du plan de devoir de vigilance, mais elles sont composées aussi de femmes et d'hommes très, très compétentes. Très, très compétentes. Et parfois, ce sont des ONG avec des moyens considérables. Et je donne un exemple. S'agissant de ce règlement bois, caoutchouc, etc., ces ONG, elles ont la capacité, en louant des canaux satellitaires, de pouvoir faire des focus directement sur des parcelles cacao, caoutchouc en Afrique, en Asie. Et lorsque vous avez des entreprises qui disent « Ah bah attends, nous on a fait notre cartographie des risques, en amont on sait que notre partenaire il est clean, on a fait l'évaluation des tiers », et ben, ces ONG sont en capacité aujourd'hui de vous dire « C'est bizarre parce que dans cette parcelle vous nous disiez qu'il n'y avait pas de travail des enfants, il y en a. » Et on documente la preuve. Vous nous disiez qu'il n'y avait que du cacao responsable. En réalité, on s'est aperçu qu'on blanchissait le cacao en quelque sorte dans des parcelles non responsables pour le faire sortir de cette parcelle-là pour dire c'est clean. Je dis simplement qu'il y a des parties prenantes qui ont des outils, qui sont compétentes et qu'il va falloir aussi intégrer dans la gestion des risques. On va terminer dans quelques instants cette session avec des questions-réponses et puis un petit tour de table. Juste vous préciser, parce qu'évidemment, donc, on a beaucoup parlé de la nécessité de sensibiliser, entre autres, les équipes en interne. Sachez que vous toutes et vous tous qui nous regardez à distance, eh bien, Le Droit pour moi va vous envoyer des vidéos pédagogiques sur plusieurs de ces sujets, donc des vidéos Le Droit pour moi. Vous pourrez les utiliser en interne pour vos entreprises et donc elles vont vous être envoyées à vous toutes et vous tous qui nous suivez pour cette web conférence. Je crois que Maître Dini, vous souhaitez ajouter quelque chose après cette petite incise publicitaire. Oui, je vais faire de la publicité aussi, et une fois n'est pas coutume, je vais faire de la publicité pour l'autorité de la concurrence. C'est vrai que c'est pas forcément le rôle habituel dans lequel j'interviens. Tout arrive. Non, mais pour une initiative qui a été prise et qui est en lien avec ce que je qualifierais au sens large de vigilance RSE. L'autorité a mis en place en 2024 un nouveau communiqué de procédure, une nouvelle procédure qui s'appelle un communiqué sur les orientations informelles en matière de développement durable. Et c'est intellectuellement et en pratique un outil très intéressant. Pourquoi ? Parce que
l'autorité propose aux entreprises qui ont un projet, soit individuel, soit collectif, hein, qui porte sur, comme l'indique son nom, un accord, le développement durable, pardon, projet qui est suffisamment abouti, donc il faut quand même avoir travaillé dessus, projet dont elles ont fait leur auto-évaluation concurrence, il faut avoir là aussi mené son analyse, mais si au terme de cette analyse interne, avec les conseils internes et externes, l'entreprise ou les entreprises estiment qu'elles ont encore des doutes sur la compatibilité de leur projet par rapport au droit de la concurrence, il y a cette nouvelle voie qui est une forme, l'autorité a appelé ça la voie, la porte ouverte, qui est intéressante. L'entreprise peut aller voir l'autorité, enfin les services d'instruction de l'autorité de la concurrence, pour leur demander leur avis sur ce projet. Et c'est intellectuellement quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'on n'a pas en France comme ça de mécanisme de consultation d'une autorité, ça n'a jamais existé en tant que tel. Et on n'est pas non plus, et là c'est un point important, on n'est pas non plus, pour ceux d'entre vous qui maîtrisent le droit de la concurrence, on n'est pas non plus sur un mécanisme d'exemption. C'est-à-dire que la réponse qui va être fournie par le rapporteur général de l'autorité ne va pas être de vous dire vous êtes exempté du droit de la concurrence ou vous êtes exonéré de responsabilité. C'est une orientation pour vous dire oui, votre projet est dans les clous, on l'a examiné et pour nous, il ne pose pas de problème de droit de la concurrence en l'état, ou au contraire, non, votre projet ne soulève des difficultés et vous ne devriez pas le mettre en œuvre. Donc, c'est une démarche qui est intéressante dans son principe, qui a déjà donné lieu à 2 décisions, 2024 et il y a quelques jours en 2025. Et le président de l'autorité de la concurrence a tenu à insister sur le fait que c'est très large, puisque ce qu'on appelle l'accord de développement durable dans le cadre de cette communication, c'est au sens très large. Vous voyez, c'est non seulement à l'amélioration de la situation environnementale, donc tout ce qui est émissions polluantes, durabilité des produits, c'est aussi tout ce qui est bien-être animal, droits de l'homme et du travailleur. Donc en fait, ça a un scope assez large et c'est vrai que ça peut être intéressant pour des entreprises parce que ce sont des sujets qui peuvent être nouveaux et des sujets qui sont difficiles à analyser, d'avoir un retour des services d'instruction sur cet aspect. Même si, et j'en termine là, même si ça fait de nombreuses années que l'autorité de la concurrence française et des autorités européennes se prononcent sur des sujets relatifs à l'environnement au sens large, au sens très très large. On a encore vu cette année avec un avis sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou un avis sur les systèmes de notation que je mentionnais sur les services de consommation. Un mot de réaction très court de Sophie Le Béarnaise. Pas tellement une réaction, c'était peut-être aussi pour dire que notre audience était sûrement très intéressée par l'actualité, l'attente de la loi Omnibus, que va-t-il arriver à la CSRD, à la CS3D, à la vigilance. Et moi, en tant qu'entreprise, je voulais dire que sur ce sujet et donc sur la supply chain, on est vraiment dans une espèce d'attente totale de travail chez certains qui sont déjà soumis à la CSRD énorme, et que donc on assiste là un petit peu à une sorte de gâchis. On se demande on croit savoir que la CSRD va être un peu rognée, peut-être ralentie, etc. Mais ce qui est vraiment très dommage, peut-être qu'elle aurait dû être un petit peu plus allégée, puisque là, on dirait qu'elle s'écroule un peu sous son propre poids. Mais la faute à qui, cet énorme gâchis? Alors, votre mot. C'est vrai que moi, pour avoir lu les standards, et certains standards sont d'une complication. Alors, on a vraiment beaucoup de mal. On est plusieurs, avec les RH, tout le monde essaie de les comprendre. Donc, est-ce que ça a été rédigé par plutôt des comptables, puisque je crois que c'est le cas, hein, voilà. Donc, c'est destiné à s'appliquer dans le cadre d'un rapport financier. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a toutes ces normes qui arrivent en même temps ou qui reculent, hein, on va voir. Mais ce que nous, les entreprises, nous vivons, c'est qu'à chaque fois qu'on se fait référencer par un potentiel client, en fait, on se retrouve avec 45 types de questionnaires qui impactent l'administration des ventes, le commerce, le juridique, le service ESG, tout le monde. Maintenant, on a Dora qui arrive, donc on a 200 questions cyber. On a toutes les questions parce qu'en fait, il y a un sujet, je pense, de paperasserie et de compliance que nous vivons tous. En fait, c'est génial de se dire on va faire attention à tous ces sujets, mais tout le monde nous reporte les questions. Donc, tous les gens qui sont soumis déjà maintenant à vigilance, notamment aussi les gros groupes allemands, nous posent exactement la question comme si on était soumis à vigilance. On a vu peut-être un peu sur Omnibus et j'ai cru entendre quelque chose qui allait dans ce sens, c'est de ne pas, de facto,
soumettre à vigilance dès maintenant des gens qui n'y sont pas soumis par la loi, mais qui vont l'être parce qu'en fait, les clients l'étaient obligés. Il nous reste, voilà, donc on verra donc comme début, c'est à la fin de ce mois. Il nous reste, on va prendre quelques minutes supplémentaires. Alors, j'ai pas d'autres questions spontanément, mais j'aimerais qu'on finisse par un petit tour de table, puisqu'on a beaucoup parlé quand même des bonnes pratiques, quel que soit votre niveau, quels que soient vos postes, quelles que soient vos missions, le message de fin que vous souhaitez adresser à celles ou ceux qui nous écoutent. Je commence avec vous, François-Xavier Dulard, et un mot de conclusion de votre part. Eh ben, un mot de conclusion de ma part, ce serait de dire aux dirigeants d'entreprise qu'il n'est jamais trop tard et surtout qu'il n'est jamais trop tôt pour venir voir le parquet national financier si dans son entreprise, il y a des faits de corruption notamment qui ont été remontées d'infos, c'est bien. Voilà, c'est ce que plus c'est tôt, plus le parquet national financier envisage une amende réduite, et comme on l'a vu encore dans les CGIP qui ont été signés et validés cette semaine. Vous communiquez pour une certaine clémence. Hein, Non, pas du tout. C'est que voilà, je communique parce que je le rajoute. Je pense que c'est important que les dirigeants le savent et qu'on a besoin de leur implication. Sophie Dupéret. Oui, alors de mon côté, je pense que ça sera assez classique comme petit mot de fin, mais donc ce qu'on voit au travers de toutes ces réglementations, encore une fois, c'est la nécessité d'anticiper, et donc le security by design s'impose plus que jamais sur les aspects donc cyber, RGPD et IA notamment. Mais la complexité dont parlait, enfin tout, c'est la sollicitation permanente que ce soit dans les directions juridiques et compliance, que ce soit dans les cabinets d'avocats. Est-ce qu'on n'est pas à cette phase de trop c'est trop? Alors, on arrive clairement à une limite. Pour autant, ça nécessite à un moment impliquer un peu tout le monde, hein, puisque chacun a effectivement sa vision granulaire des choses. Hein, et comme vous l'abordiez tout à l'heure côté entreprise, de toute façon, pour prendre la pleine mesure de ces réglementations-là, ça implique à la fois d'avoir une vision juridique, d'impliquer clairement les RH, mais d'avoir une vision DSI, ça va de soi, mais d'impliquer les métiers pour avoir vraiment l'approche par les risques, parce que toutes ces réglementations, elles ont en tout cas cette approche qui est commune, c'est d'identifier d'un point de vue métier, pratique au regard de l'activité de l'entreprise, qu'est-ce qu'il est indispensable de mettre en œuvre, et de toute façon, on ne peut jamais arriver à un résultat parfait. Ce qui compte, c'est de se mettre un peu le pied à l'étrier. Emmanuel Yeni, appliquer les métiers, c'est aussi votre bonne pratique de fin? Oui, là je ne vais pas être original. Effectivement, anticipation, c'est le terme que vous avez employé, et je ne peux qu'y souscrire. Et on ne peut plus travailler, à supposer qu'on n'est plus un jour, mais on ne peut plus travailler tout seul dans son coin. C'est vraiment maintenant un examen et une réflexion collective, et un monde de plus en plus complexe, probablement, qui offre aussi sans doute de plus en plus d'opportunités, mais voilà, sur lesquelles... Pour les avocats? Non, pour les juristes de manière générale, pas que pour les avocats, parce qu'intellectuellement, là, on peut avoir tendance à mettre en avant les aspects négatifs, parce que c'est vrai que c'est ceux qui nous occupent peut-être le plus, mais il y a plein d'aspects positifs dans toutes les activités qu'on vient de mentionner, qui sont intellectuellement passionnantes. Donc, anticipation, passion et travail. Et application de toutes les équipes. Voilà, absolument. Emmanuel Daoud, le mot de la fin de votre côté. Deux mots. Le premier, c'est je souscris à ce qu'a dit monsieur le procureur, non pas parce que je le côtoie, que je fais le voir un jour ou l'autre, mais c'est parce qu'on se rend compte, lorsqu'il y a des enquêtes internes, qu'il y a vraiment un frein psychologique chez les dirigeants à se dire on va porter l'information au parquet national financier. On a l'impression de se jeter dans la gueule du loup, et il m'est arrivé à plusieurs reprises de malheureusement ne pas avoir réussi à convaincre mes interlocuteurs et interlocutrices à faire cette démarche-là. Et c'est souvent un calcul à courte vue, puisque quand il y a des lanceurs d'alerte et des lanceuses d'alerte, ça finit par se savoir, et à ce moment-là, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Et la seconde chose que je voulais dire, c'est que il faut appliquer l'instance dirigeante, et cette instance dirigeante, ça passe par de la formation, et de la formation de vision holistique, c'est-à-dire compliance, à mon avis, je prêche pour ma parole, j'en ai bien conscience, aussi en mettant du pénal. Et j'ai l'impression parfois on coche les cases de la formation en disant, voilà, il va y avoir une communication comme avec Socodi au conseil d'administration, on va passer une demi-heure, on va leur dire les choses, l'essentiel de l'actualité. Alors je sais que ces braves gens sont très sous l'eau occupés, mais à mon avis, la pédagogie et la formation, ça passe par un peu plus de temps avec ces dirigeants et dirigeantes. Je sais que c'est difficile à co-construire avec les directions juridiques, les secrétariats généraux et les directions de la compliance, mais il faudrait pouvoir passer un peu plus de temps avec eux et avec elles. C'est mon humble avis. Sophie Le Méanez, l'application des équipes dirigeantes, c'est ça un des points compliqués que vous rencontrez aussi chez Infopro Digital.
Non. Ils sont très conscients de tous les risques. Donc, Bravo, vous êtes très corporate, bravo. Oui, non, mais j'ai fait très attention. Et également, ce que je voulais dire, c'était que, bon, tout le monde m'a dit, je suis très d'accord avec le fait que maintenant, les fonctions sont complètement imbriquées. Ce qui est ESG, c'est légal, c'est RH, c'est tout. Dès qu'on écrit, dit quelque chose, ça va passer partout, notamment les CAC, tout le monde. Et il y a un point supplémentaire qu'on pourrait aborder aussi, qu'on a pu, c'est l'international. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois, on parle d'un type de normes et vous avez les mêmes en local et vous avez ensuite les directives. Donc, j'appelle vraiment de mes voeux une convergence, heureusement, grâce à l'Europe, peut-être un jour avec la directive anticorruption, parce que nous, on est obligés, quand on fait des policiers, quand on fait des bonnes pratiques, d'essayer de trouver un alignement. On s'aligne en général par le haut. Mais c'est difficile à gérer quand ça part dans tous les sens. Donc, un appel à ce que les strates se Parce réduisent qu'on un se peu et se rejoigne, parlent c'est un le peu. cas. Voilà. C'est quand même le cas sur plein de grands sujets de compliance, en Europe en tout cas, mais on en attend, ou accessibilité, enfin plein de choses, on en attend un peu plus. Et Carmen Bresedo, c'est vous qui avez le mot de la fin de la fin. Allez-y. Donc, du point de vue de la concurrence, il y a juste d'avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a des passerelles dans différents domaines. Donc, on doit être vigilant. Les entreprises doivent être vigilantes, par exemple, au respect de la réglementation. On peut constater dans la jurisprudence qu'en droit de la concurrence, un manquement de la protection des données peut être considéré comme une pratique anticoncurrentielle. Donc, les entreprises ont tout intérêt de se protéger et d'aller vers la réglementation. Et pour la partie, je pense qu'il faut quand même le dire, c'est CSRD, CSRD. Et à titre personnel, je pense qu'effectivement, il faut peut-être une simplification et une pédagogie sur l'exercice, mais il faut aussi, vous parlez de la formation, il faut que les gens soient formés parce que pour moi, c'est un exercice aussi de pérennité de l'activité de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement un exercice réglementaire. C'est vital pour la suite. Pour la suite. Et pour l'activité. Effectivement, parce que si jamais il y a une inondation dans vos locaux, vous ne pouvez pas exercer votre activité. Donc, il faut, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ce matin sur le FMSS, justement, on choisit entre la fin du monde et la fin du mois. Oui, souvent, c'est une phrase que l'on dit souvent sur notre antenne. Exactement. Donc, il faut passer à la fin du mois pour pouvoir avoir des fins du mois. Chez nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup de fin du mois, mais on est conscient qu'il y a une fin du monde aussi. Exactement. Ce sera sur ce mot qu'on va terminer cette conférence. Vous parliez donc à l'instant de pédagogie. Je vous rappelle donc que si vous avez suivi cette conférence, vous allez recevoir gratuitement des vidéos très pédagogiques sur des thèmes comme l'anticorruption, le RGPD, le droit de la concurrence et bien d'autres sujets donc qui vont vous être envoyés. C'est à diffuser en interne dans toutes vos entreprises et organisations. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été les invités de cette conférence digitale. Merci évidemment au Droit pour moi et au Cercle Montesquieu pour l'organisation. Merci à Lefebvre Dalloz pour la co-organisation et pour l'accueil dans ces locaux. Et à très bientôt donc sur d'autres thèmes. Il y a plein de choses à dire encore sur tous ces sujets. Donc à très bientôt pour une nouvelle web conférence. Bonne journée à tous. Bien.